Alors, j'ai mis du temps à trouver une petite simulation multi-agent. Je me suis dit que j'allais vous en montrer une qui sera plus peut-être parlante en ces temps de coronavirus. Alors ici, ça c'est un système multi-agent qui représente en fait la propagation d'un virus. Vous voyez là, c'était le petit bonhomme en rouge, il était porteur du virus, non, en jaune, pardon. Et on voit que la propagation du virus se fait petit à petit. Donc ça, c'est un système multi-agent. Donc vous en avez peut-être vu d'autres à la télé ou autre en ce moment. Ça, c'est un système multi-agent et c'est très intéressant comme système puisque ça permet de représenter ce qui se passe quand chaque entité a un cerveau en fait. Donc ici, c'est des personnes. Mais ça peut être des fourmis, ça peut être des voitures, etc. Donc on utilise ces systèmes pour représenter des phénomènes de foule. Et on l'utilise notamment, bah, c'est l'exemple que je vous ai mis dans le cours, on l'utilise pour calculer où est-ce qu'il faut mettre les sorties de secours en cas de problème. Et maintenant, tous les gros bâtiments, tous les grands musées doivent passer par un simulateur comme ça pour vérifier que leurs sorties sont assez sécurisées, qu'il y en a assez en cas où il y a beaucoup de foule. Et en fait, c'est grâce à ces simulateurs-là qu'on arrive ensuite à déterminer combien il peut y avoir de personnes maximum dans une salle ou sur un étage d'un bâtiment. Alors, je vais vous expliquer rapidement le dernier type de d'intelligence artificielle, enfin un des derniers types d'intelligence artificielle, il y en a énormément plus, hein. Mais les réseaux bayésiens, ceux-là, ils sont notamment utilisés pas mal dans la médecine. En fait, ça consiste à faire un réseau, un peu comme un réseau de neurones que je vous ai montré tout à l'heure, avec des statistiques. En fait, on va vous dire que il va y avoir des nœuds et sur les liens entre les nœuds, on va avoir des statistiques, c'est-à-dire ben, est-ce que l'âge a un impact sur le fait qu'on fume ou pas? Est-ce que le genre a un impact sur le fait qu'on fume ou pas? Est-ce que le fait qu'on fume a un impact sur le fait qu'on a le cancer ou pas? Etc., etc. Et ces statistiques-là, elles sont soit calculées par des analyses statistiques de terrain, de cas réels, soit des fois on n'a pas de données et du coup ça va être on va demander à des experts de réfléchir à ces statistiques-là. Alors, pour finir, on va parler un peu de l'intelligence artificielle pour le droit, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors, il y a différentes stratégies. Soit on peut proposer des algorithmes déterministes. C'est exactement ce que vous avez fait pour le cas de la conduite en état d'ivresse, c'est-à-dire qu'on va faire un arbre de décision très clair en disant si on a ça, alors on a ça. Ou si on a ça et ça et ça, alors on a ça. Mais c'est très clair et net, il y a pas d'histoire de probabilité, c'est voilà, si on a ces éléments, on sait qu'on va forcément avoir ça. Alors ça peut marcher dans des cas très très simples et bien normés, comme le cas que je vous ai montré, où ben, on sait quels sont les risques encourus en cas de conduite en état d'ivresse. Mais on a bien vu que ça marche pas forcément pour tous les cas, et notamment les cas qui sont un petit peu exceptionnels en fait bah, je sais pas, bah, ce qui s'est passé tout simplement, hein. Il y avait certains cas où la personne avait des circonstances atténuantes ou autres. Et donc dans ces cas-là, ça va pas forcément marcher, mais un algorithme déterministe peut nous donner une indication de ce qui se passe dans la majorité des cas. On peut utiliser aussi des systèmes à base de cas. Ça paraît assez pertinent pour le droit, puisque l'objectif, c'est de comparer un nouveau cas, un cas de justice, une décision de justice à des décisions de justice qui ont été déjà faites par le passé. Et donc dans ces cas-là, l'objectif, l'algorithme va aller analyser toutes les décisions de justice existantes et va en fait sélectionner celles qui ressemblent le plus. Donc il va dire bah, 75% ça ressemble à ça, 30% ça ressemble à ça, 10% ça ressemble à ça. Et donc vous avez 75% de chances d'avoir telle et telle décision prise à la fin. Pour finir, on peut aussi imaginer utiliser des réseaux de neurones avec un apprentissage supervisé, mais ça paraît quand même complexe, notamment pour certains cas, comme des cas, comme le cas que je vous ai envoyé. Je vous invite à le lire. C'est un cas complexe où il faut décider si un enfant est placé ou pas.
C'est une enfant qui vit avec ses parents dans des conditions difficiles, qui a été ballottée à droite à gauche. Donc on peut essayer de réfléchir à des caractéristiques qu'on arriverait à extraire facilement pour ensuite nourrir l'algorithme. Mais moi, ça me paraît en tout cas infaisable. Mais peut-être que des spécialistes qui ont une vision plus globale peuvent dire ah ben si, il suffit de faire ci, ça et ça. Voilà. Mais donc c'était juste pour vous présenter les différents types d'algorithmes et d'intelligence artificielle qui pourraient être utilisés. Et on voit qu'en fait, on arrive rapidement à des limites, de grosses limites pour le droit. Yes, it's your turn. Alors, je vais vous présenter une dernière diapo sur Predictis. Donc, Predictis, c'est un outil. Excusez-moi, c'est compliqué de faire court avec mes enfants à côté. Bon, donc je vais vous expliquer rapidement Predictis. Alors, j'ai mis le lien pour Predictis dans le cours. C'est normalement une application, alors soit vous l'avez vu en cours, soit c'est un cours à distance, je ne sais pas exactement. En tout cas, je vous invite à aller voir l'application. Ils ont fait un MOOC. Bon, je ne vais pas en dire plus. Et en gros, c'est une formation pour utiliser l'outil. Il me semble que quelques vidéos sont gratuites, après il faut payer. De toute façon, c'est leur modèle économique. Voilà. Donc l'outil, c'est un outil qui se présente comme un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner le droit. Alors, maintenant que vous avez un avis éclairé sur l'intelligence artificielle, on va pouvoir en discuter et notamment, on peut voir que déjà, il n'y a pas grand-chose d'intelligence artificielle dans cet outil, à part le fait qu'ils utilisent du traitement automatique de la langue pour analyser en fait tous les cas de justice, donc toutes les décisions de justice qui ont été prises par le passé. En fait, cet outil, tout simplement, il va s'appuyer sur toutes les décisions de justice qui sont normalement mises en ligne et accessibles gratuitement sur Légifrance. Mais vous avez bien vu que Légifrance, c'est pas hyper simple pour faire des recherches. En fait, si vous avez le numéro de la décision de justice, c'est très simple. Mais c'est pas facile de chercher par mots-clés, c'est pas facile de chercher par type de problème. C'est pas un outil qui est vraiment qui permet un accès facile aux données. Et donc Predictis, c'est en fait ils utilisent cette base de données gratuite et ils ont créé une surcouche qui permet tout simplement de faire une recherche intelligente sur ces éléments-là pour trouver des cas similaires à un nouveau cas qu'on aurait. Et ils se font de l'argent sur cet outil puisqu'en fait ils facturent l'utilisation de l'outil aux clients qui auraient un litige et qui aimeraient savoir si dans les cas existants avant, il y a des cas similaires et du coup à quoi ils peuvent s'attendre à avoir comme décision finale. Alors pour les fonctionnalités, il y a une recherche par mots-clés. Il y a aussi des filtres spécifiques au droit, donc des filtres basiques sur les juridictions, sur les articles. Il y a aussi une synthèse de la décision qui est assez bien parce qu'au lieu de lire les 3 pages, on arrive en une ou deux phrases à comprendre les éléments les plus importants. Et il y a aussi un système de proposition de décisions similaires. Donc ça permet aussi de faciliter la recherche. Alors, ensuite, il y a aussi des filtres un petit peu plus poussés, comme le type de litige qu'on peut sélectionner. Alors là, il faut avoir quand même le bon vocabulaire, parce que j'avoue que moi, j'étais un peu perdue. Et on peut aussi visualiser les statistiques, donc ça, c'était très intéressant, en fonction du type de litige, en fonction du montant de l'indemnisation, en fonction de la cour d'appel. Donc c'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit que pour le même litige, en fonction de là où il est enfin de l'endroit où il est jugé, les décisions vont être assez différentes. Donc on pourrait avec ce système-là clairement se dire ah bah j'ai un problème, je sais pas avec ma voiture, pour avoir le plus de chances possible ou avec mon employeur, pour avoir le plus de chances possible d'avoir des bons résultats, je pourrais aller dans le sud de la France où ils sont plus cléments avec ce type de problème.
l'ancienneté du salarié, le salaire du salarié, bon bref. Il y a pas mal de statistiques qui permettent tout simplement de, de naviguer dans les différents cas de justice qui ont déjà eu lieu. Et voilà, tout simplement. Donc, pour conclure, c'est pas un outil d'intelligence artificielle, ou en tout cas, si, ils en utilisent un tout petit peu, mais c'est comme un gros Google qui permet de chercher de façon autonome et de façon rapide et efficace dans la grosse base de données de cas existants. Alors voilà, maintenant l'objectif c'était de discuter un petit peu avec vous sur ce que ça vous a évoqué, toute cette présentation. Donc la conclusion, moi ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est qu'un logiciel, il est d'abord intelligence artificielle ou pas, hein, il est d'abord écrit par un humain, il peut contenir des erreurs et surtout il peut et il doit être modifié en fonction de l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais figées dans le marbre. Donc si vous utilisez une application et que ça ne vous va pas, soit il faut changer d'application, parce qu'il y en a plein d'autres, soit n'hésitez pas à demander aux développeurs de le changer. Et surtout dans votre pratique future, en tant que professionnel du droit, si vous utilisez des applications, il faudra évidemment vous associer à des informaticiens pour pouvoir changer les applications pour que les résultats correspondent à ce que vous voulez. Alors pour finir, j'aimerais bien qu'on parle de deux termes qui sont associés à l'intelligence artificielle. Le fait qu'on dise que l'intelligence artificielle ou en tout cas les outils informatiques sont impartials. Alors ça, c'est pas du tout vrai, puisque déjà ils sont développés par des humains. L'algorithme qui est à l'intérieur a aussi été décidé par un humain, par des humains. Normalement, c'est un groupe de personnes. Donc le facteur humain est dans l'algorithme et dans l'application. Donc c'est pas du tout impartial. Il faut aussi voir que l'application, en tout cas les applications dont je vous ai parlé, se basent sur des cas passés, sur des décisions de justice qui ont déjà été prises. Donc c'est-à-dire que toutes ces informations-là ont été emmagasinées dans l'outil et du coup, l'outil va prendre en compte ce qui s'est passé par le passé. Donc là encore une fois, l'outil n'est pas du tout impartial. En fait, il va se baser sur ce qui s'est passé avant. Donc ça peut être très bien pour un cas classique qui ressemble à un autre, mais par contre, si vous avez un nouveau cas, il faut surtout pas se fier à ce qui s'est fait avant, il faut aller au-delà, il faut se dire, ah oui, mais attendez, dans la base de données, c'est normal que l'outil ne nous donne pas de nouvelles solutions, puisqu'il ne fait que utiliser les décisions passées. Donc du coup, vous n'aurez rien de nouveau, rien d'innovant. Et c'est là où il faut surtout pas hésiter à aller contre l'outil, à se dire, attendez, oui, l'outil, il est là pour nous fournir des cas concrets qui existent avant. Mais là, j'ai un cas qui sort de l'ordinaire et qui n'est pas comme les autres et pour lequel il faut que je prenne une nouvelle type de décision. Voilà. Bah, je crois que c'est tout, j'ai fini. J'espère que la présentation a été claire. C'était pas des conditions idéales. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et répondez au questionnaire s'il vous plaît. Moi, c'est bien pour moi pour voir si vous avez suivi le cours et que vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Et puis, ça me permet aussi de répondre à vos questions si vous en avez. Merci, au revoir.